Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver sur Tech & Co pour votre rendez-vous série et streaming de la semaine. Et cette semaine, l'événement, il est sur Canal+, avec la sortie de The Agency, qui, comme son nom ne l'indique pas forcément quand on le traduit, est le remake américain du Bureau des légendes. Et oui, grande série française qui s'est exportée et a donc droit à son remake complètement refaite avec un très très beau casting. C'est un gros projet quand même aux États-Unis. Et cette sortie nous a donné envie de nous intéresser plus largement au remake américain de séries françaises. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a eu deux d'un coup cette année. Il y a eu évidemment donc celui du Bureau des légendes qui sort là et celui de HPI, la série de TF1 qui a eu un remake sur Disney+. On va parler de tout ça. Pourquoi est-ce que les Américains s'intéressent d'un coup à nos séries françaises? Pourquoi est-ce qu'ils les refont? Et est-ce que c'est pertinent de faire ça à l'heure où sur Netflix on regarde tous maintenant des séries dans toutes les langues et les Américains y compris? Pour en parler avec moi, il me fallait les deux meilleurs spécialistes des séries françaises du monde, rien que ça. Et oui, j'annonce la couleur, Alexandre Le Traîné, Benoît Lagan. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Clément. Alors, faut-il encore vous présenter? Bon, on va dire que oui, pour la forme de l'émission malgré tout. Alexandre, donc je commence par toi, journaliste, animateur de la Loi des séries et du club sur VL Média. Et en face de toi, c'est donc Benoît Lagan, Benoît journaliste également, chroniqueur à Télématin sur France 2, spécialiste des séries, qui nous donne des bonnes recos toutes les semaines de bon matin. Il faut se lever tôt, moi je ne suis pas toujours levé, je ne le cache pas. Quand tu nous donnes tes recos, mais heureusement tu les postes sur Insta, on peut les rattraper derrière. Merci donc à tous les deux d'être là, je suis ravi de vous avoir. Et c'est l'heure donc de notre Weekly Debate. On va le faire en anglais. Oui, parce qu'on se met à l'heure américaine. Voilà, c'est comme ça, je le disais. Donc pour la sortie de The Agency, c'est donc le remake du Bureau des légendes, série de Canal+. Ça fait depuis 2017 que ce projet était annoncé. La série, elle est sortie aux États-Unis en novembre sur la chaîne, sur Paramount+ et Showtime. Showtime qui est donc la chaîne qui a produit la série, qui la diffuse. Et donc ça y est, elle sort enfin en France. Chez nous, à partir de ce 22 mai, ça se passe sur Canal+. C'est logique. Bon, Canal+ avait diffusé le Bureau des légendes. C'est logique que ça atterrisse chez eux. Benoît, tu as vu, toi, The Agency. Déjà, pitch-nous un peu l'histoire. Est-ce que c'est vraiment le copier-coller du Bureau des légendes? Eh bien, quasiment, puisque c'est la même histoire de cet espion qui rentre d'une très longue mission où il a été sous couverture, donc où il a vécu avec sa légende, en l'occurrence, un professeur... en Libye, ça c'était dans la version française, là on est au Soudan, voilà. Mais il rentre donc du Soudan et il débarque dans son bureau qui est un bureau de la CIA, mais pas aux États-Unis, vraiment dans un bureau européen à Londres. Et il rentre et il a du mal à enlever totalement sa couverture, puisqu'il a une histoire d'amour avec une universitaire soudanaise qu'il va retrouver à Londres, et que donc, vu qu'elle le connaît sous son pseudo, il va garder ce pseudo, et c'est au risque de mettre à mal toute la machine et toute l'agence, enfin, ou tout le bureau, la vie du bureau. Effectivement, ça rappelle donc beaucoup le Bureau des légendes, et ils ne sont pas pris beaucoup de liberté là-dessus. Et je viens de te demander une question toute bête, c'est bien? Oui. Oui, moi j'ai trouvé ça très, très agréable à suivre. D'abord parce que le Bureau des légendes était loin dans mon esprit, en fait. Oui, ça fait vraiment parce que ça fait 10 ans maintenant, et que j'ai fait partie de ceux qui ont aimé le Bureau des légendes, mais pas Enfin, c'était pas un culte pour moi, le Bureau des légendes. J'ai pas considéré ça comme la plus grande des séries françaises du monde. J'ai trouvé ça que c'était une très bonne série qui m'avait plu dans l'instant. Et donc, j'ai le plaisir de relire, en fait, cette histoire, mais 10 ans plus tard, avec un contexte géopolitique différent. Et je trouve que la force de The Agency, c'est justement de nous raconter une histoire qui résonne avec le moment présent. Et donc, même si on connaît la mécanique, la structure, bon, en fait, on se laisse assez avoir, et j'avoue être parfois me dire, mais ça, en fait, c'était dans la version ou c'était pas dans la version? À avoir un doute. Et du coup, à un moment donné, j'ai complètement oublié et je me suis laissé emporter par The Agency. On commence par un jeu d'essais de différence et puis on se fait embarquer. Est-ce que ce remake, il te donne envie, Alex? Je crois que tu as pu y jeter un petit coup d'œil, mais tu n'as pas tout vu encore. Non, alors, loin de là. Et moi, je suis un peu comme Benoît. C'est-à-dire que le Bureau des légendes, moi, je pense qu'il y a eu... Alors, c'est une grande série, elle est très, très bien écrite. Mais je pense qu'en fait, elle était tellement différente de tout ce qu'on produisait à l'époque que c'est ça aussi qui a permis qu'elle sorte un peu du lot. C'est-à-dire que si elle était sortie aujourd'hui, mais elle se démarquerait moins. Même si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que si elle avait été sortie aux États-Unis, je pense qu'elle serait peut-être passée inaperçue. La preuve, il y a une énorme série américaine qui s'appelle Rubicon, qui était sortie il y a des années et qui a
peu ou prou ce qui se passe là, et en fait, elle est passée totalement inaperçue. Et en fait, c'est ça que je crois qui est intéressant, c'est le vernis américain, quand il passe dessus, il donne quelque chose en disant, regardez les gars, nous on va mettre plus de moyens, plus d'argent, le casting, on va y aller, parce qu'il y a un énorme casting, et puis voilà. Bon, moi, est-ce que ça me donnera envie de le regarder ? Moyen. Plus que je vais ça. le regarder un petit peu, mais objectivement, mais encore une fois, j'étais pas un gros client du Bureau des légendes. Je trouvais que ça prenait du temps à s'installer, que c'était un peu long. Les saisons progressivement ont monté en qualité, mais voilà, donc je n'étais pas un grand fan. Il y a quand même, tu l'as dit, un sacré casting. Ça peut aussi jouer pour nous, et même aux États-Unis, pour attirer les gens. C'est quand même Michael Fassbender qui joue le rôle principal, très grand acteur s'il en est, avec pas mal de bons second rôles. On peut citer Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Richard Gere aussi, Catherine Waterston. Enfin voilà, pas mal de noms assez connus. Joe Wright aussi qui a réalisé les 2 premiers épisodes, qui est quand même un bon réal. Et puis un certain monsieur George Clooney à la production. Il y a quand même des moyens qui ont été mis dans cette série. Hollywood y croit. Oui, Hollywood y croit et je pense que Showtime est ravi du résultat, puisque c'est renouvelé déjà. C'est renouvelé pour une saison 2. Moi, pour compléter ce que dit Alexandre et pour vraiment dire que j'étais pas dingo du Bureau des légendes, mais je trouvais que en termes de série d'espionnage, ça a apporté quelque chose de très neuf. Ouais. Et c'était une série très française dans son écriture. Si on prend juste l'exemple du personnage interprété par Jean-Pierre Daroussin, là dans la version américaine, c'est Jeffrey Wright qui joue ce rôle-là. D'avoir choisi Daroussin, avec ses surnoms aussi qui renvoyaient à l'univers de Tintin, Moule à gaufre, Malotru, etc. On était vraiment dans une culture hyper française. Et ce que je trouvais très bon et très bien dans le Bureau des légendes, c'est qu'à l'époque, ils auraient pu copier les séries d'espionnage américaines, les Homeland et compagnie. Ils ne le font pas. Ils font quelque chose de très français dans ce bureau qui est dans des greniers, qui rappelle presque des vieilles séries de l'époque d'avant la privatisation, où souvent il y avait des enquêteurs dans des greniers. Enfin, donc, la Brigade des Maléfices. La Brigade des Maléfices, par exemple. J'attendais que tu cites le titre de cette série. Ah, là, c'est pointu, là, quand même. Moi, je l'ai voilà. la Brigade des Maléfices. C'est le X-Files de l'ORTF, en gros. Okay. Voilà, et c'est disponible sur la plateforme Madeleine de l'INA, si tu veux découvrir. Mais donc, il y avait tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'était très intéressant et très malin. Et ça questionnait l'espionnage à un autre endroit aussi. Et donc, tout ça, je le trouve intéressant. Et ce que je trouve bien dans The Agency, c'est que eux, ils ont une telle culture de séries d'espionnage. Il y en a une par saison au moins. On ne parle pas des films. Et on ne parle pas des films. Que là, forcément, pour eux, il y a quelque chose de déjà vu, peut-être, mais avec quand même cette plus-value qui vient de la série d'origine. Et moi, je comprends pourquoi ils aient eu envie de l'adapter, parce que justement, ça permet de traiter autrement la question de l'espionnage quand même. Tu disais, il y a un peu aussi un jeu de cette différence au début. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui s'éloignent beaucoup ou est-ce qu'on reste quand même très collé à la trame narrative, aux personnages tels qu'on les a connus Alors, si on prend par exemple le personnage qui est interprété par Sarah Giraudot, c'est quasi le même, avec des scènes qui se ressemblent vraiment. Elle se prépare à aller en Iran. Exactement comme dans le cas de Malotru qui devient Martian, enfin le Martien, dans The Agency. Il y a à peu près les mêmes histoires, sauf qu'il rentre du Soudan. C'est une autre histoire avec les États-Unis. Soudan, dans notre version, il y avait d'autres affaires. Il partait aussi en Algérie. Or là, on va directement en Biélorussie, avec le conflit ukrainien en toile de fond. Donc, tout ça change quand même un petit peu. Ce qui change le plus, je dirais peut-être que c'est les personnages secondaires. Notamment, par exemple, la psy qui était incarnée par Léa Drucker, qui, je trouve, là, est plus en retrait. Dans le récit, et puis les complices, enfin les membres du bureau qui ont pris en fait, au fur et à mesure des saisons, une vraie place dans la série. Là, il reste encore, je trouve, un peu en observation. Alors, est-ce que c'est
parce que finalement ça va suivre la trame Oui. de la série originelle et que donc ils vont prendre en puissance, mais je trouve un peu plus On en avait, retrait quand même. Je pense qu'ils vont finir par s'en éloigner, et puis surtout avec une donnée fondamentale qui est que être un espion dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas pareil quand on est américain ou quand on est français. Évidemment, être infiltré dans un pays étranger quand on est un américain, ça a un poids, Oui. une symbolique qui est différente, donc forcément, les enjeux sont très différents. Et puis ça convoque effectivement une autre mythologie, celle de l'espion américain, Évidemment. qui est quand même très différente, la CIA. Voilà. Nous, on a aussi peut-être découvert un peu l'espionnage à la française avec, en tout cas, une génération qui a découvert ça à la télé, de se dire ah tiens, nous aussi, Ça a on créé peut, des nous aussi, vocations, on peut hein, faire le- de l'espionnage comme ça. Oui, oui. Effectivement, et derrière, Ça a créé des vocations, hein, le Bureau des légendes. Mais le Bureau de- des légendes, The Agency maintenant, puis on pourrait faire un triangle et mettre au milieu le film Spy Game Ouais. avec Brad Pitt Grand et, film, et Robert Redford. et Robert Redford. Et finalement, Spy Game, c'était un peu le film dont on pourrait dire, alors, je sais pas s'il a inspiré le Bureau La des légendes, mais enfin, c'est la matrice, quoi. On va reparler un tout petit peu de The Agency après, mais je voulais faire un crochet justement sur ces remakes américains de séries, puisqu'il y en a eu un autre qui est sorti il y a peu de temps dans un genre très différent, même si bon, il y a des intrigues quand même. C'est le remake de HPI qui est sorti sur Disney+ en janvier. Adaptation donc du carton, enfin le remake s'appelle High Potential. High Potential. Est-ce que vous aviez été convaincu par cet autre remake? Alex, toi tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. Alors, moi, je fais partie des gens qui... Désolé, je vais être un peu grognon aujourd'hui, mais je suis pas un méga fan de HPI à la base. Mais Ouais. je reconnais que HPI avait cette plus-value qui était hyper intéressante, c'était d'être un peu une série à l'américaine, c'est-à-dire avec effectivement un concept très fort, un personnage hyper caractérisé, des références multiples un peu partout, une réalisation très enlevée et tout. Donc voir les Américains s'en emparer, en plus le concept de série dit de conseillers ou d'experts Oui. qui accompagnent, ils le font très bien depuis de nombreuses années. Oui. Donc c'était totalement logique. Après, alors s'il y avait un jeu de 7 erreurs entre The Agency et le Bureau des légendes, notamment le pilote de High Potential, c'est même plus un jeu des 7 erreurs, c'est un décalque. C'est un C'est le décalque. Ouais, c'est quasiment le même. C'est quasiment le même enchaînement. Elle est découverte de la même façon en faisant le ménage Ouais. et en résolvant une scène de crime. Enfin voilà, c'est peut-être. Alors est-ce que je sais pas, est-ce que elle paraît plus calme Ouais. que le personnage d'Audrey Fleurot, moins dans un espèce de truc un peu expansif. Il faut dire quand même que c'est pas le même type de format, dans le sens où les saisons américaines sont beaucoup plus longues sur les forcément. les networks, et donc il faut durer un peu plus longtemps. Donc voilà, et ça a été plutôt un joli succès, puisqu'ils ont renouvelé aussi, je crois, pour une saison 2. Ouais, ça a effectivement très bien marché. Et ça arrive sur Disney+, donc voilà, pourquoi pas. Est-ce que toi, tu as vu High Potential Oui. aussi? Est-ce que tu dirais que ces deux remakes donc, que tu as vu les originaux, tu as vu les remakes, est-ce que ces remakes ils sont intéressants pour nous si on a déjà vu ces séries en tant que spectateur français? Je pense que... alors, je vais dire un truc. Si on est fan... forcément et qu'on ne les regarde pas en se disant je regarde la réécriture ou une mise en scène étrangère, comme quand on va voir au théâtre des pièces de théâtre et qu'on ne le regarde pas avec un côté un outillage intellectuel, je vais dire, alors on va être déçu. Mais si on le regarde avec cet outillage intellectuel, c'est passionnant en fait. C'est passionnant de voir ce qui était très français chez nous devient très américain chez eux, de voir ce qu'ils gardent, ce qu'ils ne gardent pas. Moi, par exemple, High Potential, j'ai bien aimé, mais tu le dis très bien, Alexandre, parce que finalement, le Formula Show HPI, c'est déjà une série américaine, dans son écriture. Donc, seul, c'est mentaliste. Voilà, c'est tout ça. Et moi, j'aime bien ce genre de série. Donc, en fait, je regarde une énième série américaine. J'essaie de me dire, ok, très bien, je connais la version française. Donc, il faut pas que tu t'attendes à être surpris, que la table soit renversée, etc., etc. Mais je trouve que le personnage, psychologiquement, de Morgane est plus juste chez les Américains que chez nous. Oui. Parce que quand elle est dans sa famille, elle est folle dingue. Quand elle est dans la police, c'est quand même qu'il faut un minimum de retenue. C'est tout bête, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est tout juste. Donc, on le voit là, le maquillage, par exemple, tout simplement. Le simple... C'est le puritanisme américain qui est passé par là. Non, mais ça veut pas dire que dans HPI, c'était pas bien, parce que c'est très français, justement, ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je trouve qu'on peut pas demander aux Américains de faire... Ou alors, dans ce cas-là, effectivement, ça sert à rien de le refaire.
Et puis moi, j'essaie de me dire que le téléspectateur, de toute façon, la grande majorité des téléspectateurs qui vont regarder High Potential, ils ne connaissent pas HPI. Donc, en fait, s'ils sont là pour le regarder, Et tu viens effectivement au point que j'allais évoquer, puisque il y a la pertinence pour nous, en tant que Français, si on l'a déjà vu, on se dit, bon, j'ai déjà vu HPI, je vais pas me refaire High Potential, il y a beaucoup de choix à la télé, je peux regarder autre chose. En revanche, effectivement, aux États-Unis, je regardais les chiffres du lancement de The Agency, meilleur lancement de l'histoire de Showtime, qui n'est pas la plus grande plateforme américaine, voilà, mais qui est quand même une plateforme qui nous envoie régulièrement des contenus assez sympathiques. Une chaîne, hein. Oui, une chaîne, pardon. Qui n'est pas une plateforme en tant que telle, même si maintenant la différence entre une chaîne et une plateforme est devenue très mouvante. Mais donc voilà, 5,1 millions de téléspectateurs pour les 2 premiers épisodes. À l'échelle de Showtime, c'est quand même assez conséquent. Ça a entraîné, on l'a dit, le renouvellement direct pour une 2e saison de The Agency. Ça montre que pour les Américains, c'est plutôt un bon filon, peut-être aussi ces remakes de séries. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien à créer. Non, ça quasiment. Ça prouve qu'ils ont fait une bonne série. Ouais. C'est juste ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens, il y a des années, Boss, la série de Gus Van Sant avec Kelsey Grammer, elle est lancée, je crois, en novembre, et avant même le lancement, il y a déjà une saison 2 qui est lancée. C'est très régulièrement qu'on voit ça sur les séries américaines, et c'est drôle parce que quand on a préparé l'émission, on s'est posé la question de savoir est-ce que ça a un sens ou pas un sens, surtout à l'heure des plateformes où on voit tout. Et spontanément, je t'ai répondu, non, ça n'a pas de sens, parce que... Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est qu'on remake que ce qui est un peu connu. Oui. On s'appuie sur une recette qui soit a fait ses gammes ailleurs et ça sécurise des chaînes qui se disent je peux y aller. Et chez nous, le remake, ça a permis ça. Ça a permis à des chaînes comme TF1, par exemple, de se dire je vais faire un procédural judiciaire un peu sombre avec Mathilde Seigné, c'est le remake de The Night Of. Je vais faire du fantastique, je vais faire des choses comme ça. Ça leur a permis ça. Et puis parfois, c'est de se dire là, je peux y aller parce que le succès a été éprouvé ailleurs et je fonce et j'y vais. On a rarement adapté des choses qui étaient des obscurs projets dans leur pays. On va adapter des trucs dont on sait qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, pour des raisons multiples, ou parce que ça a été un énorme carton dans le monde entier. Donc, il faut regarder quand ça arrive chez nous, effectivement, quand on fait des remakes, nous, de séries. La plupart de nos téléspectateurs souvent ne connaissent pas les versions originales. Luther, pour donner cet exemple, tout le monde disait « Ah là là, Luther, la version de TF1, qu'est-ce que c'est pas terrible par rapport à la version... » Mais qui avait vu Luther auprès du public de TF1 ? Oui. Pas grand monde. La question qui peut se poser, c'est est-ce que Luther était un bon choix par rapport à la ligne artistique de TF1 ? Ça, c'est autre chose. Et puis à qui il destinait ? Oui. Est-ce que c'est destiné à quelqu'un qui a déjà vu le format original, comme tu l'as dit tout à l'heure ? Non. C'est fait pour attirer un nouveau public en se disant je vais quand même surfer, une partie de la communication est déjà faite. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la télévision américaine, pendant très longtemps, c'est la politique des pilotes. Donc en fait, on testait des concepts grâce à un pilote qui était diffusé à un moment donné de l'année, et si ça cartonnait à ce moment-là, on commandait la série. Là aujourd'hui, il faut aller parfois beaucoup plus vite, il y a une concurrence multipliée, donc aller vers l'adaptation d'un concept étranger, mais aussi l'adaptation, pourquoi pas, d'une série de livres. Il y en a beaucoup de plus en plus aujourd'hui. C'est la même logique. C'est l'ère des fameuses IP, les propriétés intellectuelles qui sont très prisées, parce qu'effectivement, en 2 minutes, vous avez un pitch tout conçu, vous allez dans le bureau du producteur, vous dites ça a cartonné en Europe, c'est la série la plus vue sur la plus grande chaîne de télé, c'est HPI, ça peut cartonner chez nous. Hop, on le lance et on lance direct. On se rend pas compte, mais imaginez quand même que 11 millions de spectateurs dans un pays comme la France. C'est monstrueux. C'est monstrueux, mais c'est même pas les scores que font certaines séries américaines aujourd'hui sur les networks américains, avec une base un foyer de potentiel de spectateurs qui est 5 fois plus important. Il suffit de regarder Showtime, on parle quand même encore une fois The Agency, d'une série avec Michael Fassbender, produite par Georges Clooney, dans un genre très connu d'espionnage. Certes, Showtime, c'est pas TF1, mais 5 millions. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça montre aussi. C'est le carton de Alex Hugo hier sur France 2, et c'est 5 millions chez nous. Mais tu l'as dit tout à l'heure au lancement, tu as dit c'est bien, elles arrivent enfin. Alors, ça m'a fait penser à 2 choses. D'abord, ce qui est drôle, c'est que quand les Français adaptent des formats étrangers et qu'ils font des remakes, on dit rarement enfin. On dit purée, ils ne font pas preuve d'imagination, on dit encore. Et puis on dit enfin. Alors, je voudrais me donner 2 exemples ou 3 exemples rapides. 1994, les Américains achètent un concept, ça s'appelle Helen and the Boys. C'est le remake de Hélène et les garçons. 2014, France Télévisions propose une formidable série qui s'appelle Broadchurch. Et ils proposent 1 an plus tard Malaterra, qui est le remake de la série. Et puis, je passe tous les formats qui ne sont pas des adaptations
officiels, mais qui s'en rapprochent fortement. Très librement inspiré. On a cité Fais pas ci, fais pas ça, mais je vous rappelle qu'on a découvert, je crois, en 2017 sur TF1, une série qui s'appelait La Menthe, sur un policier qui est appelé par sa mère. Il fait appel à sa mère, ancienne tueuse en série, pour essayer de coffrer un nouveau tueur en série. Et ça donne, 3 ans plus tard, Prodigal Son sur une chaîne américaine, où un agent du FBI est contacté pour son... Effectivement, là, on est sur une chose, c'est pas officiel. Et c'est pour ça que je Mais il y en a disais, déjà eu plein. c'est pour ça que je disais enfin et si peu, parce que des officiels, avec vraiment marketés tels quels, il y en a eu très peu. Si moi j'ai fait un peu les comptes, le dernier en date datait de 2015. On était sur le remake des Revenants. The Return. The Return sur Netflix, qui est voilà, comme quoi c'est pas non plus inné pour les Américains. Ça, d'un coup il y en a 2. Est-ce que ça dit quelque chose le fait qu'il y en ait eu 2 d'un coup? Est-ce que c'est un épiphénomène? Voilà, c'est le hasard qui fait que les 2 sortent là et voilà. Ou est-ce que quelque part on a aussi passé l'époque, c'est un peu ce que j'ai pu lire en préparant, de la fin de la Peak TV, on peut plus produire comme ça coûte trop cher. Les États-Unis sont un peu en train de ramasser la production de séries et que du coup les adaptations ça devient aussi un moyen de prendre moins de risques, de créer quelque chose. Alors certes avec un casting très coûteux dans le cas de The Agency, mais on se dit c'est sûr que ça va marcher quoi. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche d'un concept qui leur permet de vendre plus facilement, ça c'est certain, leur projet. Après, pourquoi aujourd'hui les 2 séries françaises là moi je pense que c'est simplement aussi que chez nous, on a de plus en plus de séries françaises qui assument des séries à high concept, avec des concepts forts, alors que pendant longtemps, on avait des vrais beaux projets, mais qui pouvaient inspirer, nourrir, mais sur le marché du concept à acheter, les Israéliens étaient plus forts, les Scandinaves étaient plus forts, les Anglais. Voilà. Donc en fait, et nous, c'est vrai que les Israéliens, c'est dans leur façon même de penser leur production, c'est-à-dire qu'ils vendent leur concept avant même de produire leur série chez eux. Ouais. C'est-à-dire que donc en fait ils savent que c'est leur concept qu'ils vont vendre. Nous, on a une tendance à se dire nous le cinéma le pays du cinéma, on fait notre truc pour œuvres, nous. il faut que ce soit nos œuvres à nous qui passent aux États-Unis, mais jamais elles passeront, Coco. Donc à un moment donné, réfléchis à des concepts et essaie de juste vendre déjà ton concept plutôt que la série finie. Et peut-être qu'on aurait vendu beaucoup plus. Mais c'est peut-être un peu le cas. Il y a cet éternel serpent de mer de 10%. Où ça fait des années qu'on nous dit que ça va être adapté, etc. Et les Québécois l'ont adapté. Voilà. Il y a eu plein d'adaptations partout. Mais les Américains, pour l'instant, n'ont rien lancé. Non, mais en même temps, ils n'en ont pas forcément besoin. Et puis, on oublie quand même qu'il y a une grande tradition du remake aux États-Unis. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la télévision qui est touchée. Mais le nombre de films français qui ont été adaptés aux États-Unis pour en faire des remakes, ça va des Visiteurs à Intouchables en passant par Les Diaboliques. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Je crois que là, on fait un focus parce que d'un seul coup, c'est des plateformes qui sont concernées et que les plateformes, on a l'impression que dès qu'elles font quelque chose, elles ont inventé la roue, découvert le feu et voilà. Mais en réalité, on le voit à travers les exemples qu'on cite, il y a toujours eu des choses qui arrivent. Là, le Bureau des légendes, tu l'as dit, la série, elle a plus de 10 ans en France. Elle arrive maintenant et c'est concomitant avec HP, mais je pense que c'est plus du hasard qu'une mécanique qui fait que d'un seul coup, on a envie d'acheter et de remaker nos séries. Oui, parce qu'un village français a été amorcé avec Frédéric Rivine et Brian De Palma aux États-Unis pour une version qui se passerait pendant la guerre de sécession dans un petit bourg américain entre le nord et le sud. Le pitch, franchement, moi, je l'attendais. Et puis, voilà, on n'a plus de nouvelles de ce projet parce que, donc, si les planètes s'étaient alignées autrement, s'il faut, on aurait eu aussi le village français adapté au même moment. Il y avait eu Pigalle la nuit aussi à un moment donné. C'est aussi parce que nous, on aime bien, ça nous flatte aussi de se dire que les Américains font des mecs. Donc, dès qu'il y a un projet qui est un tout petit peu, ne serait-ce qu'envisagé, parce que quelqu'un en parle dans une interview, on se dit, mais n'en faisons pas un phénomène pour autant de fond. Alors qu'en fait, eux, aux États-Unis, ils ont 45 projets par jour sur les bureaux des créatifs. Quoi. Donc, et moi, ce que je trouve bien dans le fait qu'aujourd'hui, on adapte des concepts français aux États-Unis, même si les concepts français, on les a adaptés dans plein de pays depuis très longtemps, et 10% en est l'exemple, c'est que au moins, ça peut nous rendre fiers de ce que l'on produit. Or, la télévision et les productions, les créations à la télévision ont tellement été méprisées pendant des décennies que si aujourd'hui l'étape suivante c'est de se dire bon, mais maintenant on peut être fier de notre série, la preuve, Georges Clooney il fait le Bureau des légendes, alors sauf que la prise de risque en adaptant le Bureau des légendes, elle est quand même assez limitée parce que c'est un truc qui était bien vu de toute façon à la base. Oui. Donc on s'empare pas d'un concept qui d'un seul coup chez nous n'était pas bien vu. Non, et que voilà. Donc, mais je vais
d'accord avec Mais il Benoît. est De toute façon, positif, Benoît. il faut conclure ce débat puisque nous sommes trop longs comme d'habitude. Mais le mot de la fin sera donc celui de Benoît, à savoir que soyons fiers de voir des remakes de nos séries françaises qui arrivent et allez voir donc The Agency sur Canal+ à partir du 22 mai. Et nous, on va terminer quand même cette émission. Il nous reste un peu de temps avec nos séries de la semaine. Deux recos de séries pour vous aider donc à choisir dans la jungle des plateformes de plus en plus dense chaque jour qui se fait. Je vais commencer avec toi, Benoît. Tu as bien aimé la série Duster, une série américaine sur Max avec un showrunner qu'on connaît un petit peu, Gigi Abrams. Gigi Abrams, tout à fait. Et Latoya Morgan ensemble, ils lancent Duster. C'est donc cette nouvelle série qui démarre sur les chapeaux de roue parce que le héros de la série, c'est une bagnole. C'est original. Comme dans les grandes séries des années 70, la Duster rouge du héros, en fait, interprété par Josh Holloway, qu'on reconnaît bien si on a adoré Lost. Effectivement. Alors, le premier truc plaisant dans la série, c'est que donc, ça se passe dans les années 70 et que quand J.J. Abrams décide de s'amuser avec la culture pop, il le fait toujours très bien. Et là, il sait faire une série qui nous rappelle vraiment ce qu'on aimait dans les séries des années 70, c'est-à-dire des séries où ça crisse des pneus, et où ça balance des beignes. Il y a tout ça c'est un bon dans début. Duster. Le pitch, Jim, donc interprété par Josh Holloway, est embauché comme coursier d'un mafieux dans le sud-est des États-Unis. Mais sa vie va être chamboulée quand la première agent du FBI afro-américaine le contacte pour en faire un petit peu son Huggy les bons tuyaux, son indique. Donc je vous en dis pas plus puisque la série évolue et que dans le premier épisode il y a cette question de savoir est-ce qu'il va accepter de jouer ce double jeu ou pas. Mais ce qui est génial dans cette série, c'est que pour ceux qui ont aimé les Starsky Hutch mais qui ont bien grandi et qui ont envie de voir comme si je sais pas Tarantino avait fait un Starsky et Hutch ou si avec les Jackie Brown quoi. Oui, mais c'est ça, il y a un côté blaxploitation aussi dans cette série que j'aime beaucoup. Ça va pas très très loin, hein, mais il y a quand même de la baston et du second degré, tout pour me plaire. Voilà, un très bon divertissement donc qui nous rafraîchira le cerveau après les longues journées de travail que l'on enfile. Ça s'appelle donc Duster, c'est en cours de diffusion sur HBO Max, car oui, maintenant il faut redire HBO Max pour ceux qui n'ont pas suivi, ça ne s'appelle plus Max. Mais ça s'appelait déjà HBO Max avant, ça se rappelle HBO Max. Voilà, vous n'avez rien compris, c'est normal, nous non plus. Mais il faut dire HBO Max maintenant. On va terminer avec toi, Alex, puisque toi, tu nous envoies sur une autre plateforme. Par contre, c'est sur Prime Video. Pour une série française, la saison 2 de Cœur Noir. Et oui, parce que, alors, coproduction avec France Télévisions, moi j'avais adoré la première saison, qui m'avait vraiment surpris parce que objectivement j'en attendais pas grand chose et en fait ils avaient réussi le prodige de raconter du fond tout en mettant de l'action et ça c'était assez génial. Et la saison s'est terminée quand même sur un cliffhanger de malade. Sab, donc qui est joué par l'excellente Nina Meurice, se retrouvait capturée par le grand méchant qui la livrait quasiment aux mains de Daesh. Et donc la saison 2, on parlait du Bureau des légendes, c'est une espèce de croisement entre ce qui a fait le sel de Cœur Noir et puis le Bureau des légendes, puisqu'on fait appel à la DGSI pour essayer de négocier en sous-main la libération de Sab, qui est toujours aux mains donc, du méchant. Il ne faut pas que Daesh découvre qu'elle est là, parce que sinon elle va être prise en otage encore plus fortement. Et puis, c'est une montée en puissance, épisode après épisode. Ça a été recentré sur Nina Meurice, qui est absolument incroyable dans ses séquences d'otages au sein de Daesh. Elle est vraiment tout son corps parle pour elle et pour les traumas qu'elle vit, et ça monte en puissance au fil des épisodes jusqu'au 6e épisode qui est dingue, qui d'une certaine manière clôture un peu la série, mais qui potentiellement ouvre sur une suite s'il décide d'en faire une. La saison était peut-être un peu moins bien que la première, mais moi j'ai été encore une fois bluffé par cette série qui nous tient aux tripes pendant 6 épisodes et qui nous met en plus le nez dans la merde en nous montrant comment ça fonctionne du côté de Daesh, les liens avec la géopolitique, les liens avec les Russes qui offrent un hôpital à Daesh en disant voilà c'est pour vous, et puis quand il se passe quelque chose chez eux ils s'en lavent les mains et ils regardent ailleurs. C'est absolument génial et objectivement 6 épisodes, il y a un goût de trop peu. On aimerait qu'il y en ait plus. C'est magnifiquement interprété par tout le monde, notamment les femmes. Notamment les femmes. J'ai oublié le nom de la comédienne, mais il y a une comédienne formidable qui joue Soraya, qui est une infirmière qui joue un double jeu et qui est là pour aider les Français à faire libérer Sab. Bref, c'est génial. Cœur Noir saison 2 et bientôt, je pense, sur France 2 aussi, dans quelques mois. On connaît bien maintenant ce principe de double diffusion, plateforme
Puis France TV, ça permet de rajouter des moyens et ça donne des séries comme Cœur Noir avec pas mal d'action aussi. On sent que c'est tourné aussi en extérieur, pas mal. Ah oui, Et malgré tout, ça change la façon dont on regarde les séries. Ça nous plonge plus dedans. Donc à voir Cœur Noir, la saison 2 qui a démarré sur Prime Video, qui est en cours de diffusion. Merci Alex. Toujours un plaisir de te recevoir. Je le rappelle, la loi des séries tous les mercredis et vendredis. Exactement à 18h. À 18h sur VL Média, bien sûr. Et merci Benoît Lagan. Merci. Benoît, on te retrouve toi, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis dans Télématin, pour ceux qui se lèvent tôt. Et ça vaut le coup parce qu'il y a des excellentes recos de séries autres que Dexter. Il y en aura d'autres cette semaine. Merci à tous, à vous de nous avoir suivis. L'émission à la revoir comme d'habitude en replay sur le site de Tech & Co, sur YouTube, en podcast, sur toutes les plateformes. Vous avez l'habitude. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.